Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, l'auteur Éric Brazeau nous présente ses livres et la conteuse Isabelle Crépeau nous raconte des histoires. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Aujourd'hui, le 20 mars, c'est la Journée mondiale du conte. On a donc eu envie de vous partager son origine et comment il prend forme aujourd'hui, tant pour les enfants que pour les adultes. Je reçois donc la conteuse Isabelle Crépeau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à Les Arts-la-Naudière. Je suis vraiment contente de vous rencontrer parce que je vous l'ai dit avant même qu'on soit en entrevue. Je pense que vous êtes notre première conteuse. Ça me semble pas être un métier qui est si commun. Donc, je me demandais, on procède comment? Qu'est-ce qu'on fait comme étude? Puis, vers quoi on se dirige si on a envie de devenir conteur ou conteuse au Québec? Bien, en fait, je peux vous parler d'abord de moi, comment je suis devenue conteuse. Je me suis toujours intéressée aux contes. Tout petite, je contais déjà des histoires. Mais c'est très tard dans ma vie que j'ai appris qu'on pouvait en faire un métier. Et puis, entre autres, ben moi, je me suis intéressée aux contes, ce qui m'a amenée à étudier, faire un bac en études littéraires. Et puis, avec une spécialisation en création, mais à travailler à partir des contes. Puis après ça, à me perfectionner un peu en allant étudier en théâtre. Et puis, suite à ça, par le regroupement du conte au Québec, qui est l'organisme qui nous rassemble, les conteurs, les conteuses, eh bien, j'ai fait plusieurs aussi stages de perfectionnement là, qui sont offerts là, par le regroupement. Il offre des ateliers, c'est ça? Oui. Ah, génial. Chaque année, il y a un programme d'ateliers pour se perfectionner là, au niveau professionnel. Puis combien qu'il y en a de conteurs, conteuses au Québec, à peu près? Le regroupement, en tout cas, rassemble à peu près 200 conteurs. Ah, quand même. Mais c'est sûr qu'il y a plus de gens que ça qui pratiquent le conte, mais de façon plus amateur aussi, qui ne sont pas nécessairement membres du regroupement, là aussi. OK, d'accord. Je disais que, bon, ça fait environ 25 ans que vous pratiquez. Vous devez vous promener un petit peu partout à travers la région, j'imagine même à travers le Québec, pour conter. Est-ce que vous êtes dans certains festivals, comme par exemple, il me semble vous avoir vu dans le festival Les Médiévales de la Naudière? Oui, tout à fait. Ça, je vais compter l'été prochain pour la 3e fois c'est le fun. à ce beau festival-là. Et puis, il y a aussi au Québec plusieurs festivals qui sont spécialement dédiés au conte. Comme à Montréal, il y a le Festival interculturel du conte qui a lieu à tous les 2 ans, mais qui font aussi des activités tout au long de l'année. Puis avec eux, je fais partie d'une initiative de médiation culturelle et on va dans les écoles faire un mélange de philosophie et conte. Alors, avec des élèves de 6e année, c'est une très belle initiative aussi, oui. Bien, c'est le fun parce que vous touchez à diverses choses qui étaient en lien avec la littérature, avec le conte, avec le côté théâtral. J'imagine que vous retrouvez votre cœur d'enfant quand vous êtes en prestation ou quand vous êtes avec des enfants, justement, à animer ce genre d'atelier-là. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai commencé vraiment au départ avec les tout-petits, en animant de l'art du conte dans les bibliothèques. Et puis, c'est les parents qui m'ont dit, qui m'écoutaient, qui disaient, nous autres aussi, on en voudrait. Ce qui m'a poussée aussi à faire du conte pour adultes à partir de ce moment-là, oui. C'est donc bien chouette. Et souvent, je conte les mêmes histoires, autant aux tout-petits, aux enfants qu'aux adultes, mais d'une manière différente, parce qu'on compte pour ceux qui sont devant nous. Et puis, pour moi, les enfants, c'est les adultes en devenir, tu sais. Puis souvent, les adultes, ils ont tous été enfants, alors on touche vraiment à ça. Ah, c'est beau. C'est pas rare qu'on se fait dire, quand on compte une histoire, je me suis sentie comme un enfant. Ah, c'est donc bien le fun. Bien, je trouve ça beau ce que vous dites, mais en même temps, je me dis, comment on adapte la lecture d'un conte à des enfants ou versus des adultes? Est-ce qu'on en beurre plus épais avec les enfants, on fait des plus grosses voix, on en met plus côté théâtral ou non, c'est pas mal pareil? Je dirais que d'habitude, pour les adultes, il faut expliquer plus. Ah oui? Alors que les enfants ont une compréhension bien intuitive des histoires et puis on peut se permettre des raccourcis poétiques qui saisissent plus rapidement.
Puis j'imagine que les enfants vont avoir une espèce de répartie ou je vais dire un manque de filtre. Là. Si je me fie à mes enfants à moi, il me semble que ma fille vous répondrait. Bien, ce qui est fascinant avec les enfants, c'est qu'on sait tout de suite si ils nous suivent ou si on est en train de les perdre. OK. Alors que les adultes, des fois, bien, en étant polis, ils nous le font moins voir. Mais avec les enfants, ça ment pas. Et puis ça permet souvent de se rattraper puis de reprendre l'attention là, rapidement. Là. OK. Et puis, sinon, si je vous demande, vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce milieu-là à la base? Là, on parle du côté plus enfant où on vous lisait beaucoup de contes et puis vous en mangiez finalement. Vous étiez toujours un peu là-dedans d'animer ou de vous en faire raconter. Mais, mis à part ça, de se dire, je vais vraiment en vivre de ma passion, qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Moi, c'est beaucoup... Ça fait partie de moi. Je pense que c'est l'endroit où je me sentais le plus moi-même quand je comptais. Puis c'est la richesse de ces histoires-là qui ont été transportées à travers, dans le fond, au-delà des frontières, parce qu'on a des versions d'un même conte un peu partout, dans tous les continents. Et puis, par-delà le temps, le conte reste toujours très, très actuel. Même si on va chercher des histoires qui ont souvent des centaines, voire des milliers d'années, ces histoires-là, parce qu'ils sont portés par... Il n'y a pas d'auteur attitré à un conte, hein? C'est souvent transporté par la sagesse populaire. C'est pour ça qu'on parle aussi de littérature orale. Ouais. Et puis, ça fait des histoires riches qu'on peut encore revisiter puis servir aux gens d'aujourd'hui, puis qui nous parlent dans les situations là, d'aujourd'hui. Ah, c'est vraiment chouette. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines? Je lisais, prochaine semaine, prochain mois, je lisais que vous alliez faire une résidence du côté de la maison de Fred Pellerin. Oui, c'est une résidence qui est offerte à la fois par Fred Pellerin et par le Regroupement du conte au Québec. OK. Et puis, à chaque mois, c'est la 10e édition de cette résidence-là. Et à chaque mois d'avril, dans le fond, il y a une conteuse ou un conteur qui est sélectionné pour un projet à aller créer. Alors, on profite d'un lieu pour habiter, puis en même temps d'une communauté qui est très... à l'écoute là, pour pouvoir travailler à l'écriture de contes, ce qui est ça doit être très riche. Vraiment un grand privilège là, de pouvoir profiter de ça. Là. Wow! Puis sinon, vous nous disiez, cet été, il va y avoir d'autres festivals. Il y a le festival, c'est ça, il y a comme on se promène un peu, là, comme ça. Là, parfait. Et cette semaine, comme c'est la semaine du conte, du côté de Repentigny, vous êtes là pour animer des contes? Compter. Oui, pour une soirée de contes qui s'appelle Tire-toi une bûche, où je vais puiser dans mon répertoire de contes plus traditionnels là, pour qu'on fête ensemble le conte. Puis c'est à surveiller un peu partout aux environs, même pendant la fin de semaine. Il y a des activités spéciales pour souligner cette journée-là. Génial. Donc, si vous n'avez rien en fin de semaine, mettez ça à votre agenda. Il y a des liens qui apparaissent au bas de l'écran. Si on veut, vous contactez-vous le regroupement des conteurs, conteuses? Le regroupement, ils ont à la fois une page Facebook et un site. Et puis, il y a aussi, s'il y en a qui sont intéressés à aller compter, à Saint-Gabriel de Brandon, une fois par mois, on a un cercle du conte qui est ouvert à tout le monde qui veut soit entendre ou s'essayer de raconter un peu. Et c'est très ouvert et puis... Très accueillant. Oui. Absolument. Dans un endroit formidable qui s'appelle le Balmasqui, qui est un café coopératif là, communautaire. Ah, chouette. Ouais. C'est le fun aussi de commencer comme ça graduellement puis d'avoir les conseils de d'autres personnes d'expérience. Tout à fait. Isabelle, je vous remercie tellement. Ça m'a fait grand plaisir. Puis on se retrouve tout de suite après la pause parce que vous allez nous conter, justement, une histoire. Comment on dit ça? On compte? On raconte? On compte une histoire. On compte avec Isabelle Crépeau. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'ai une histoire à vous conter, spécialement pour la journée du conte. Moi, ma grande-tante, la sœur de ma grand-mère, est née avec juste un bras.
En fait, l'autre s'arrêtait juste passer le coude. Mais malgré ça, c'était la plus rapide tricoteuse que j'ai jamais vue. Elle calait une broche dans le coin de son bras et puis l'autre dans sa main et elle tricotait ça. On voyait le tricot descendre. Moi, je me disais qu'il devait y avoir quelque chose de magique dans ce tricotage-là. Puis, comme elle est restée vieille fille, bien, elle n'a pas eu d'enfant. Alors, quand moi, la première des petits-enfants de ma grand-mère, je suis venue au monde, bien, elle s'est fait aller les broches à tricot. Hein. Ma grand-mère tricotait, elle, des petites pattes, des petits tucs, des petits chapeaux. Mais elle s'est mise à tricoter une belle grande couverture en laine rouge. Et puis, il paraît que je dormais pas tant qu'on ne m'abriait pas avec cette couverture de laine rouge-là. J'ai grandi, j'ai commencé à marcher et je trimballais la couverte partout dans la maison. J'ai grandi, puis à force de la traîner partout, bien, elle s'est usée, elle s'est brisée. Il ne restait pas grand-chose. Ma mère a dit « ça n'a pas de bon sens ». Puis moi, je ne voulais pas l'acheter. Fait que j'ai été voir ma tante Marielle. Ma tante Marielle, j'ai montré la couverte. Elle dit « oh, je pense qu'il y aurait juste assez de laine là-dedans pour te tricoter quelque chose. » Alors là, elle a pris la couverte puis elle a détricoté tout ce qu'elle pouvait. Et elle a pris ses broches, puis elle s'est mise à retricoter un beau petit manteau que j'ai porté une couple d'années. Mais lui aussi, il est devenu trop petit, mais les manches m'arrivaient trop haut sur les poignets, et puis il était bien trop court. Ma tante Marielle détricote. Elle ressort les broches et se remet à tricoter. Et là, cette fois-là, elle m'a tricoté un beau grand foulard que j'adorais. Je pouvais faire 3 fois le tour de ma tête et il y avait des grands bouts qui dépassaient comme ça. Hey, je l'aimais. Mais il a traîné partout, lui aussi. Il s'est usé. Je suis retournée la voir. Détricote, retricote. Il y en avait juste assez pour pouvoir me faire une belle grande tuque, là, avec le bout qui descendait comme ça. Ça aussi, je l'ai porté longtemps. J'ai même fini l'école primaire avec ça. Mais ça s'est usé, comme le reste. Ah, regarde la tuque. Finalement, je pense qu'il en resterait assez, juste assez pour une paire de mitaines. Ça n'a pas été long, j'en ai perdu une. À regarder l'autre mitaine. Peut-être qu'avec ce qui reste, je pourrais te faire un petit pompon. Là, à couper 2 cercles en carton, avec un trou au milieu, puis une petite fente. Elle a tournicoté la laine qui restait raboutée autour de ça. Et puis, elle a passé une corde là-dedans. Ça m'a fait un beau pompon que j'ai accroché à mon manteau. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En courant, j'ai perdu le pompon. J'ai eu beau chercher partout, je ne l'ai pas retrouvé. J'allais voir ma tante Marielle, elle a dit, ben, pas de laine, je peux rien faire. C'est là que j'y ai pensé. J'ai pris le souvenir de ça. Et puis, avec mon souvenir, j'ai retricoté une histoire à vous raconter. Merci. Bonjour tout le monde! Alors, on est au Randolph de Repentigny et je suis en compagnie de mon ami David. Salut David! Salut Mélanie! J'ai mis David au défi et j'avais envie qu'il nous présente un jeu
coup de cœur. Donc, Ouais. un de tes coups de cœur. Et aujourd'hui, c'est ce que tu as choisi de nous présenter. Bon, on n'a pas mélangé le jeu auquel je joue régulièrement et jeu coup de cœur, quoique je suis parti de la maison avec ce jeu-là parce que c'est le jeu de ma fille. Voilà. Donc, Goblet Gobbler. OK. OK? Là, vous dites, ah, ta fille, oui, ma fille a 4 ans et demi, c'est un jeu pour les 5 ans et plus, mais je vous le dis, là, les enfants ont du plaisir, les adultes aussi. Bien, ça, c'est ont du plaisir. important, dans le fond, quand on joue avec nos enfants aussi, que ce soit agréable. On l'a dans notre bibliothèque de jeux au Pop Randolph, je vous le dis. Donc, tout le monde a déjà joué au tic-tac-toe, Oui. d'accord? Ici, comme des poupées russes, d'accord? Vous avez des grosses pièces, des moyennes pièces et des petites pièces, Oui. d'accord? Les pièces plus grosses peuvent être déposées par-dessus une pièce plus petite, qu'elle soit sa couleur ou la couleur adverse. OK. D'accord? Ensuite, vous devez savoir que quand vous allez jouer une pièce, ta pièce peut venir de ta réserve ou tu peux la prendre sur le jeu et la redéplacer. OK. Voilà. Alors, si en dessous de la pièce, il y a un petit et que je déplace ma pièce pour l'amener ailleurs, mais le petit reste là. Vous comprenez? Ah, là, vous deviez voir toutes les possibilités de stratégie s'ouvrir à vous. On va faire une partie, Mélanie. OK, oui, on essaie. Vas-y, commence. Hey, là, j'ai jamais... OK, Hey, t'as déjà joué au je vais tic-tac-toe? faire- Oui, je Ah ouais. sais, mais... Ouais. Bon. Tiens, moi, je vais jouer ça comme ça. OK. Mais je vais faire ça. Parfait. Et je vais faire ça comme ça. OK, là, je vois. Fait que je vais faire ça. Bien joué. Oui, parce que j'avais mis un petit, tu aurais pu mettre une pièce Voilà. un peu plus grosse. Alors, moi, je vais mettre un petit orange ici. D'accord. Fait que là, je peux prendre une pièce qui est là. Prends une pièce sur le jeu ou une pièce qui est à la Ben réserve. là, je vais faire ça, puis je vais faire ma ligne. Voilà. Ben non. Alors là, tu as gagné, tu as fait ta ligne. Tic-tac-toe, tu as Mhm. fait un point. On en joue un autre. Bon. Ce n'est que ça, le jeu. D'accord? Mais, je vous le dis, là, Ben, c'est plus le fait- vous allez jouer, plus vous allez voir les possibilités puis les complexités du jeu, à cause que tu peux rejouer les pièces qui sont sur le jeu. Oui, puis parce que tu as les formats aussi. Donc, c'est sûr Voilà. que si tu joues toutes tes grosses pièces au début, puis après ça, il te reste des petites, tu t'exposes, dans le fond, à pouvoir faire recouvrir ta pièce. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Un beau petit jeu. Hey, pas très cher. C'est cute en plus, les petits bonhommes. Pas très cher. Là, si vous en trouvez sur Marketplace, la version en bois, parce que ça, c'est la version plastique, elle ne se fait plus, la version en bois. Si vous la trouvez sur Marketplace, sautez là-dessus. Les bonhommes sont en bois. Ah, Donc, c'est wow. ouais, vraiment le fun. Eh bien, merci pour la belle découverte. Bienvenue. On a une autre belle surprise pour vous ce soir à l'émission Les Arts Lanaudière. On accueille un deuxième invité qui écrit des contes pour enfants ainsi que des recueils de poésie destinés aux adultes. Passionné par l'écriture, il vient partager avec nous ses livres et sa passion pour la littérature. Éric Brazeau, bonsoir. Bonsoir. Heureuse de vous rencontrer. Vous avez vraiment travaillé sur plein de projets différents. Mais avant de parler de tous ces projets-là, j'aimerais ça que vous me parliez de votre parcours. Vous avez étudié en littérature. Mais même pas, vous m'aviez dit administration. Non, j'ai étudié en comptabilité. En comptabilité. Je suis étudiant présentement. Ah, c'est ça, mon Dieu. Donc là, on passe de la comptabilité à la littérature, à l'écriture. Qu'est-ce qui a fait que ce changement de carrière-là est venu dans votre vie? Dans les années 90, au milieu des années 90, c'était déjà une grande passion OK. d'écrire des histoires. Moi, j'aimais m'enfermer derrière la porte de ma chambre avec un calepin puis des crayons, puis j'écrivais des histoires. OK. Donc, c'est comme ça que ça a pris forme. Puis après, les dimanches, pour le déjeuner, mon père était derrière. Il cuisinait des crêpes, dans le fond. Puis ma mère était assise à la table, elle buvait son café. Puis à ce moment-là, elle aimait que je lise mes Ah textes. oui, ce que vous aviez écrit. Oui, Ah, c'est ça. c'est donc bien beau. Puis elle me disait souvent, Éric, les abat-jours de lampe, ça peut être des chapeaux. Ah, Puis elle c'est me bien disait, cute. les aspirateurs Electrolux, des moyens de transport. Donc, on avait... Elle nourrissait cette imagination-là. Oui, j'ai été énormément entraînée là-dedans. Ma mère, c'est une grande lectrice, donc elle aimait énormément. Elle connaît beaucoup d'auteurs, d'autrices. Donc, pour moi, ça a été facile de cheminer là-dedans. Ah, mais c'est quand au niveau même de la passion. particulier parce que j'aurais pensé d'emblée que vous aviez opté pour la comptabilité pour avoir une sécurité d'emploi, parce qu'on vous avait mentionné que c'était peut-être mieux ou qu'il y avait plus de jobs dans ce milieu-là. Mais non, au contraire, si on a nourri votre imaginaire,
puis qu'on vous ouvrait la porte à ce genre de métier-là, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller vers autre chose pour finalement revenir vers la passion? Bien, en fait, j'ai décroché un emploi pour commencer. OK. Donc, c'était en comptabilité. C'était après la crise du verglas à la fin des années 90. Donc, c'est comme ça, c'est un emploi temporaire. Donc, j'y suis restée. OK, Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Puis, je suis retournée aux études beaucoup plus tard. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis étudiant en comptabilité. Donc, OK. je suis très, très fière de mon parcours. Il est assez atypique parce que j'ai aussi étudié en cuisine d'établissement. Ah, mon Dieu! Donc, je suis assez polyvalent. Ah, c'est bien le fun. Donc, c'est ça. Donc, j'ai un certificat en hygiène salubrité puis un DEP en cuisine d'établissement. Bien, Donc, c'est bien parce qu'à la limite, ça vous ouvre plusieurs portes aussi, puis ça doit aussi nourrir votre imaginaire, j'imagine. oui, mais en fait, c'est plus... moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et les animaux. OK. Donc, l'hiver, janvier, février, c'est des mois pour moi qui sont morts, donc je peux partir des week-ends entiers en forêt. Donc, pendant des tempêtes, c'est un peu comme ça que je trouve, mes idées. Des fois, dans une forêt enneigée, il y a un oiseau qui peut atterrir dans un sapin, puis moi, j'ai conscience de ça, puis ça donne envie d'écrire dans ce temps-là. Ah, c'est bien. Puis justement, parlant des différents livres ou romans que vous avez écrits, livres de poésie, celui-là qui est pour adultes, Les Amours décousus, c'est vraiment un recueil de poésie Oui. dans lequel vous avez vous-même ajouté les photographies. Là, j'avais sélectionné un poème que vous aviez écrit que je trouvais, puis ça, je m'y connais vraiment pas du tout, là, mais je trouvais que c'était un peu écrit en vieux français. Ou je ne sais pas oui, moi, où vous avez tiré ce genre de vers-là, mais c'est quand même particulier comme écriture. J'ai un vocabulaire assez enrichi. Je trouve dommage que tombent aux oubliettes les mots, Oui. les vieux mots surtout. Oui. Donc, quand j'écris, je suis quelqu'un qui va avoir un beau vocabulaire, c'est sûr, j'aime ça. Je trouve que les mots sont tellement beaux. Puis les photos, c'est par passion, dans le fond. Pendant la pandémie, j'ai décidé de partir un peu à l'aventure dans Lanaudière, puis de prendre des photos. En fait, mon recueil, les bases de mon recueil reposent beaucoup sur les relations humaines, sur la mort aussi. Parce que je trouvais qu'on traversait une période, puis même encore aujourd'hui, Ouais. on traverse une période très difficile au niveau des relations humaines. Je pense que pendant la pandémie, il y avait beaucoup de féminicides aussi. Moi, j'ai voulu toucher à tout ça. Puis les photos, j'ai comparé un peu les relations humaines avec les infrastructures. Et les vieux monuments, c'est Les ça? vieux vous dites? monuments, Oui. c'est ça. Mais je trouvais ça beau aussi comme image de dire on va comparer l'amour ou les relations humaines avec des vieux bâtiments auxquels on doit quand même encore faire très attention puis retravailler. Donc, vraiment, c'est vraiment chouette. Donc, des photos que vous avez prises qui sont dans ce recueil-là, mais il y a aussi, vous faites des illustrations. Oui. Par contre, là, c'est pas nécessairement vos illustrations qui sont dans vos livres, dans vos contes, dans vos recueils. Vous faites affaire quand même avec une banque d'illustrateurs, c'est ça? En fait, Kiran, c'est l'année passée, quand le conte a été accepté, les illustrateurs de la maison d'édition étaient comme travaillaient tous sur des projets. OK. Donc, je cherchais un illustrateur ou une illustratrice. J'avais 2 semaines pour faire créer 23 illustrations. Oh, mon Dieu, Donc, OK. c'était un gros défi pour Oui. l'illustratrice qui a travaillé sur le conte. Et je crois qu'elle a fait un travail de maître aussi parce qu'elles sont Oui, sont splendides, belles. dans le fond, c'est ça. J'ai commencé à travailler avec Kiran et puis ça donne un résultat magnifique. Ouais. C'est ça. Oui. Puis c'est quand même assez exhaustif comme histoire. Je trouvais ça quand même très chouette aussi d'y aller avec un conte de Noël qui, je pense, est une fête que les enfants aiment pratiquement tous, où on a tous des beaux souvenirs reliés à ça, ou à peu près. Oui. Mais ce petit garçon-là, sa grand-maman, elle est décédée. Oui. Donc, d'amener de la beauté à travers un événement qui est peut-être plus triste. Donc, je trouvais ça le fun aussi. Bref, vous travaillez sur plusieurs projets. Il y a un collectif aussi. Oui, en fait, il y en a eu plusieurs. Moi, l'an dernier, en 2023, j'ai eu Les Contes du vent d'ici. Donc, j'ai illustré, puis j'ai composé une fable qui s'intitule Le cerf et le lion. Donc, je crois que les enfants ont beaucoup aimé aussi. Et puis, l'an dernier, c'était plus un collectif de poésie, donc aux éditions Liberté des mots, avec une lettre. C'est un recueil de lettres, mais poétique, un poème, dans le fond, ajouté dedans, sur la maladie d'Alzheimer, donc, dans le fond.
Et puis cette année, j'ai encore un collectif aussi avec La Princesse Bonbonnière, qui est un conte sur les légumes et sur les bonbons. Ah! C'est ça. Donc, 2 choses complètement différentes. oui, moi, j'aime beaucoup le fantastique. J'aime les animaux qui parlent. Ouais. Pour les enfants, je trouve c'est fabuleux. Mes histoires véhiculent tous un message. Comme là, on parle du deuil, dans le fond, c'est un peu ça. Ce que j'aime aussi, c'est que dans les contes doivent être pédagogiques. Donc, les personnages doivent incarner des valeurs. Donc, c'est important pour moi. Puis c'est important aussi pour les enfants. Les enfants doivent apprendre de cette façon-là. C'est chouette. Les textes doivent être rythmés aussi. J'aime beaucoup quand il y a des rimes. C'est important parce que ça sert à garder l'attention, à garder toute l'attention des enfants quand on lit le conte, dans le fond. C'est un peu ça. Mais aussi faire l'usage des ritournelles. Moi, j'aime ça beaucoup. Une ritournelle va revenir 2-3 fois dans le conte. Encore là, on travaille beaucoup la mémoire des jeunes. Et puis, à ce moment-là, les jeunes, c'est pas rare des fois qu'on arrive à la fin de la lecture et puis les jeunes vont être capables de deviner que la ritournelle s'en vient. Oui, c'est ça, ils s'en souviennent. Puis en même temps, le Lieu, le roi des forêts, le conte qui a été publié en décembre dernier, j'aimerais un jour pouvoir en faire la lecture pour les personnes âgées. Je trouve que c'est important parce que les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, je pense que ça pourrait être une belle expérience de pouvoir en faire la lecture dans un centre. Je crois que c'est bien. Oui, bien, c'est ce qu'on se disait aussi. Il y a les audibles que les gens peuvent utiliser, mais je trouve que c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un sur place, une chaleur humaine, quelqu'un qui nous le raconte, qui nous lit avec des intonations, surtout quand c'est nous qui l'avons écrit. C'est ça. C'est vraiment chouette. Éric, c'est déjà terminé, malheureusement. On manque de temps, c'est tellement intéressant. Mais je voulais quand même mentionner que vous êtes au Salon du livre de Québec le 11 avril prochain. Il y a 2 autres livres, romans, contes, qui seront lancés à l'automne prochain aussi? À l'automne, oui, c'est ça. Donc, on va arriver avec Monstrueusement belle à l'automne qui va paraître. Donc, on va parler cette fois d'intimidation, c'est ça, auprès des jeunes et puis des enfants. Et puis aussi, on va avoir La Princesse Bonbonnière qui fait partie d'un collectif aux éditions Liberté des mots. Génial. Bien, Éric, merci beaucoup d'être passé à Lézard-la-Naudière. Ça me fait plaisir. Voilà ce qui conclut l'épisode de Lézard de cette semaine. Vous pouvez voir toute notre programmation sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. Et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres artistes invités et d'autres sujets culturels. Passez une excellente semaine.